Jean-François. Voilà, merci. Il faut que je vous regarde, vous m'enregistrez, vous me filmez. On va filmer, oui. Je change de lunettes. Bonjour, je m'appelle Alain Keller, je suis photographe. Aujourd'hui, je suis membre de l'agence MIOP. J'ai une exposition à l'ISA pour l'image. Je viens de publier un livre qui s'appelle Journal d'un photographe, qui est une monographie de 40 ans de travail qui m'a vu aller dans tous les coins du monde. Voilà, très jeune, j'ai eu envie de voyager. Très jeune, j'ai commencé à voyager. Je me suis acheté un premier appareil photo. J'en ai eu un deuxième qui était plus performant. Le voyage et la photo s'allient très bien, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un tour du monde. J'avais fait des petits voyages d'abord, et puis ensuite j'ai fait un tour du monde. Bon, Félix s'est arrêté en route, mais peu importe. Et là, j'ai commencé à photographier d'une manière un peu plus intensive. Et au fur et à mesure, je me suis plus intéressé à la photo. Ensuite, je suis allé vivre à New York. Et à New York, j'ai été mis en contact avec d'abord John Morris, qui était l'éditeur photographique du New York Times, qui était un personnage très célèbre dans l'histoire de la photographie. Et j'ai participé à la vie d'une galerie qui s'appelait la Soho Photo Gallery, où je rencontrais des photographes. Je travaillais dans la semaine pour gagner ma vie, et le week-end, j'allais faire des photos, jusqu'au jour où j'ai eu une commande pour des livres de langue pour une grande maison d'édition américaine, et j'ai fait le tour de l'Amérique latine, et là j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au social, au photojournalisme. Ensuite j'ai contacté les gens de Sigma après la rupture avec Gamma, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour eux, et je suis devenu staff pour l'agence Sigma pendant 12 ans. Après, j'ai passé un an à Gamma, et puis ensuite, avec d'autres photographes, on a commencé à avoir envie de s'assumer tout seul, et donc on a créé une agence qui s'appelait Odyssée, qui était une agence qui marchait excessivement bien, et là où j'ai commencé à faire un peu de couleur, parce que culturellement je suis un photographe noir et blanc, et au bout de 3-4 ans l'agence s'est arrêtée pour cause de désaccords entre les photographes, et j'ai continué comme indépendant, et surtout j'ai pu faire des travaux personnels qui était quand même la chose qui m'intéressait le plus dans la photographie. C'est-à-dire, après avoir fait du news, avoir couvert le monde pendant toutes ces années, ce qui m'a beaucoup passionné, mais je trouvais que ça avait un côté superficiel, puisque quand on allait sur une zone où il se passait quelque chose d'important, on y restait 8 jours, 10 jours, et puis au bout, on nous disait, au bout de ces 10 jours, on disait, le journal qui t'a donné un assignment n'a plus besoin de toi maintenant, donc il faut rentrer. Et là, j'en ai gardé vraiment un souvenir. J'ai été excessivement frustré, parce que c'était le moment où il fallait rester pour faire un travail plus en profondeur. Disons que j'ai été nourri un peu avec l'image d'abord de l'essai photographique lorsque j'habitais à New York, l'essai photographique de Eugène Smith, les photos de Cartier-Bresson, et que ça me donnait une envie différente autre que la superficialité dans le travail. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le système des agences, où on gagnait beaucoup d'argent, où on était les plus heureux du monde, et en même temps il manquait quelque chose, c'est-à-dire faire un travail personnel et puis pouvoir passer pas mal de temps sur une thématique qui nous tenait à cœur. Les agences ont un certain ADN, il faut que le photographe soit rentable, et c'est vrai que passer 6 mois ou longtemps sur un travail personnel n'est absolument pas rentable, puisque le photographe ne ramènera pas de commandes, ne ramènera pas d'argent à l'agence, et c'est un peu regrettable. Alors il y a quelques agences qui permettent aux photographes de travailler, il y a Magnum notamment, mais qui a un statut totalement à part dans l'histoire de la photographie. Et il y a l'agence dans laquelle je suis maintenant qui s'appelle MIOP, qui est une agence de photographes, donc on est responsable de nos propres
destin, de notre propre destin, de nos destins. Et là, on peut travailler comme on a envie de travailler à partir du moment où le travail va dans un certain état d'esprit. C'est un genre de groupement d'intérêt économique ou Non, pas du tout. Non, c'est une SARL et c'est à mi-chemin entre une agence de presse et puis un collectif. Mais le statut, c'est un statut de SARL où il y a quelques actionnaires et puis ensuite il y a tous les photographes qui collaborent à l'agence et qui font partie du staff, qui font partie de l'équipe de l'agence. C'est une petite structure. Alors c'est à la fois ce qui fait son intérêt, c'est que on ne veut pas s'agrandir parce que si on s'agrandira, on perdra notre âme. En même temps, on aurait besoin d'avoir du personnel supplémentaire pour pouvoir travailler avec le responsable de l'agence. Mais les petites structures ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles sont indépendantes et que les photographes à l'intérieur d'une petite structure font les travaux qu'ils veulent et ils n'ont pas de compte à rendre à des magazines, à des commanditaires, etc. Ce qui n'empêche que certains photographes gagnent leur vie en travaillant pour des prestataires, pour des clients, pour des magazines, etc. Mais le principe de la petite structure est que on se connaît beaucoup plus, on partage des choses. À MIOP, on fait des projets collectifs. Pour la dernière campagne électorale, on a fait un projet qui a donné lieu à un très très beau livre. Et puis on va travailler sur d'autres projets. On a travaillé sur d'autres thématiques, notamment avec le Secours catholique sur les oubliés de nos campagnes. Et voilà, c'est ce qui unit un peu les photographes de l'agence, c'est-à-dire c'est un certain état d'esprit qu'on ne trouvait pas dans les grosses agences parce que c'était pas les endroits où pouvoir le faire. Vous savez quoi comme formation? Alors j'ai appris donc la photo sur le terrain. Néanmoins, j'ai quand même fait à un moment donné une école photo, mais qui m'a quasiment rien appris parce que les enseignements étaient déjà contraires à la vision que j'avais de la photographie, à savoir classicisme, 35 mm, 50 mm, noir et blanc, un cadrage au couteau. Et cette école formait plutôt des photographes, des gens à être photographes dans des studios, dans des boutiques de photographie où on fait des photos d'identité. Et c'était pas du tout moi, le chemin sur lequel je me destinais. Donc après, ça a été le voyage, ça a été la route. Ma formation, on va dire, ça a été beaucoup la route, le voyage, le sac à dos, et puis faire des photos dans la rue, faire des photos en me déplaçant, et puis en essayant d'en sortir des thématiques intéressantes. C'est beaucoup sur l'humain, donc l'actualité à un moment donné, et puis voilà, j'aime bien photographier les gens, les personnes, c'est ce qui pour moi est le plus important et le plus riche dans la vie. Vous vous souvenez de vos premières images, celle qui vous a qui vous a déclenché si je puis dire, l'appareil? Non, une des premières images, elle se trouve au début du livre. C'est quand, jeune ado, je pars en vacances avec ma cousine et puis d'autres dans un groupe sympathisant avec l'Allemagne de l'Est, donc avec des sympathies communistes. Et puis on va en Allemagne de l'Est. Et puis je fais quelques photos, on s'amuse beaucoup, mais je fais notamment la photo du passage du rideau de fer, en me cachant un peu derrière le moniteur parce que je savais que c'était à la fois interdit, mais quelque part j'ai été attiré par cette situation puisque on passait d'un monde à l'autre. Donc cette photo qui n'est pas une grande photo mais qui est une photo finalement très symbolique de par ce que j'ai fait plus tard en photographie est tout à fait au début du livre de la monographie que je viens de faire, Journal d'un photographe, et je pense qu'elle est vraiment à sa place. Mais même à cette époque, après l'avoir fait, je ne savais pas du tout quelle direction j'allais prendre, mais il se trouve que j'ai pris
la bonne direction, c'est-à-dire voyager, photographier l'humain, le social et puis les événements politiques au travers du monde, c'est ce qui m'intéressait. Alors là, pour la petite histoire, j'étais pas photographe encore, je travaillais dans un laboratoire d'une maison d'édition qui faisait des revues professionnelles et je suis allé un peu sur mai 68, j'ai très peu photographié. Et cette photo était le lendemain d'émeute, je crois, rue Gay-Lussac. Et j'ai retrouvé cette photo parce qu'elle est restée dans mes archives. Et finalement, voilà, j'aurais pu la faire 20 ans, 30 ans plus tard, de la même manière. Et encore une fois, je ne savais pas que j'allais faire plus tard du photojournalisme. Et voilà, elle est très simple. Elle est même basique comme photo, mais elle est super bien cadrée. Ouais. Les proportions sont tout à fait idéales. Oui. Les 1 tiers, 2 tiers, c'est génial. Et je ne sais pas, j'ai pas fait beaucoup de photos en fait quand j'y suis allé. J'en ai fait même très peu. Il faudrait que je re-regarde mes planches contact pour les retrouver. Mais parce que j'y ai passé très peu de temps. Moi, l'important c'était de travailler, de gagner de l'argent pour pouvoir partir, quitter la France et puis voyager. Chose que j'ai fait. Et votre dernière image? La dernière image, je suis en train de faire un travail sur les détroits. Donc j'étais à Istanbul, j'ai travaillé sur le Bosphore et j'ai 2 images qui me plaisent beaucoup. Il y en a une que je prends au travers d'une fenêtre d'autobus où on voit le Bosphore et au loin on voit le pont suspendu. En premier plan, on voit un pêcheur. C'est une photo que j'aime beaucoup. Et une deuxième photo que j'ai fait toujours le long du Bosphore, de femmes voilées, prises de dos avec des smartphones et où il y a une ambiance qui est assez particulière. Elles remplissent tout le cadre de la photo et c'est un peu une invitation au mystère. Elles sont tournées vers l'Asie. C'est un symbole. C'est un symbole, absolument, c'est un symbole. Et voilà, donc ce sont 2 images déjà que je garderai quand je finaliserai le projet, qui va me prendre quand même encore un certain temps. Et je suis très content de les avoir. C'est quand on part et quand on fait un projet, quand on fait un voyage, c'est pas du tout évident d'être conscient d'avoir fait des images qu'on aime bien. Et là, dans ce voyage, je suis parti 15 jours, j'ai beaucoup marché, je faisais 10 à 15 km à pied par jour, en sachant que la marche est la meilleure alliée du photographe. J'ai beaucoup photographié et je me suis complètement libéré. Et j'ai d'autres images qui justifiaient mon déplacement et surtout ma marche. Je pense qu'hormis 1 ou 2 fois où j'ai cru vraiment que j'allais y passer et où là ce sont des choses qui sont un peu dures. En fait, les choses se passent déjà tellement vite que qu'on maîtrise absolument rien du tout. Dans ce que j'ai couvert, la tension, parce qu'il y a eu beaucoup de tension, m'a fait attraper de l'asthme, qui était une manière peut-être de mon corps se protéger en ayant fait de moi un asthmatique. Donc je suis quelqu'un de très anxieux, tout au moins j'étais très anxieux, je le suis beaucoup moins maintenant, mais j'étais très anxieux et souvent c'était pas forcément évident effectivement d'être confronté à des scènes violentes, mais qui de toute manière, le plus important c'était que ça m'intéressait, donc il fallait que je photographie. Je crois que la photographie était un vecteur et était quelque chose qui m'a permis de passer au travers et de beaucoup de choses pour que je puisse arriver à mes fins, c'est-à-dire faire de la photographie qui avait une signification, une vraie signification. En parlant de ça, j'ai eu des tentatives de lynchage à mon égard. Quand j'étais jeune photographe à Sigma, je m'en suis sorti, je crois que j'ai eu pas mal de chance pour me faire massacrer par la police espagnole 2-3 semaines plus tard. Mais ça fait partie des risques du métier. Alors c'est bête de dire ça, mais en fait c'est la vérité, mais on n'y pense pas. On pense de toute manière, quand on fait ça, qu'on va passer au travers et qu'il nous arrivera rien. Et quand ça arrive, c'est souvent bref. Et quand on arrive à passer au travers,
il y a un moment, on aime tellement ce métier qu'on oublie et puis qu'on repart pour de nouvelles aventures, parce que c'est le cas de le dire, c'est un métier qui fait d'aventures et qui se renouvelle à chaque fois. Quand on fait de l'actualité, on sait qu'on est là pour couvrir de l'actualité, et quand on fait un travail en profondeur, même si on est confronté à des situations dures, on sait que c'est pour créer quelque chose, pour aller plus loin dans notre démarche photographique et essayer de sortir un vrai, un vrai témoignage. Mais vous travaillez toujours avec de la pellicule ou avec du numérique maintenant? Non, alors dans le dernier travail que je travaille au numérique et avec de la pellicule. Je fais systématiquement sur chaque lieu que je photographie du panoramique en pellicule, et qui sera à la fois peut-être un trait d'union, une séparation entre les différents chapitres de mon travail. Le numérique aujourd'hui est quand même... moi je suis un Leicaïste, donc j'ai travaillé au Leica, et aujourd'hui ils ont sorti le Leica numérique qui me rapprochait le plus des Leica argentiques, et qui fait du noir et blanc uniquement. Magnifique. Et qui est assez remarquable. Après il y a du pour et du contre. La technologie est extraordinaire, la pérennité des images est bien entendu jamais assurée en numérique, et ne sera, je crois, jamais assurée. J'y crois pas du tout. En dehors pour sauvegarder les photos, il faut faire des tirages et puis les livres. Mais la facilité de travail est quand même assez étonnante, et la qualité technique des appareils est remarquable. Ils ont vraiment poussé la technologie très loin. Peut-être même dans certains cas beaucoup trop loin, parce que dans le noir absolu, on va trouver quelque chose qu'on peut photographier. Ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins parce qu'on passe dans un autre univers. C'est peut-être pas l'univers que je préfère. Quand ils ont commencé par sortir leur premier numérique, qui était le M8, et qui n'a pas été vraiment une réussite. Et après, ils sont passés au M9 et puis surtout les gammes des M240. Et là, effectivement, maintenant, c'est redevenu un produit très recherché, un produit de luxe. Très luxe même. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à leurs photos, mais qui ont de l'argent et qui achètent, je l'ai vu, des Leica numériques pour leurs petites amies. Si vous permettez, on peut peut-être aller faire un tour. Oui, allons-y. C'est les images que j'arrive à cadrer et qui dans lesquelles pour moi il y a tous les ingrédients de la situation, et puis qui ont une vraie signification par rapport au sujet sur lequel je travaille. Il n'y a pas une image en particulier, je ne sais pas. Là, vous travaillez sur les détroits. Oui. Donc vous allez aller à Hormuz, sûrement. Non, parce que je vais faire que les détroits en Europe. Ah, en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va photographier. Donc on peut pas dire voilà l'image que je souhaiterais faire, que je préférerais faire. On ne sait pas du tout. Des fois, on est surpris. Mais vous les construisez quand même dans votre tête, ce que vous aimeriez faire. Je les construis très vite. Ouais. Dans ma tête, quand je vois une situation qui m'intéresse, j'ai trouvé la bonne distance avec mon objectif, et puis je la photographie. Donc il n'y a pas, c'est souvent le hasard d'ailleurs, parce que les choses se mettent en place ou se défont sans qu'on puisse le contrôler. Là-bas, il y a une image qui est intéressante à ce niveau-là d'ailleurs. Juste pour vous expliquer j'aime beaucoup cette image, qui est une image finalement très simple. On est en Irlande, je vois des enfants qui s'amusent, je me plante devant eux et j'attends
je fais quelques photos, les enfants me voient mais font semblant de ne pas me voir, ils ne me regardent pas, et d'un seul coup, il y a l'entrée, il y a tous les aimants qui se mettent en place, il y a la petite fille qui arrive avec le petit vélo, il y a le chien qui est là, il y a le petit garçon avec la raquette, la petite fille avec le parapluie, et c'est un instant magique, je fais la photo, et 5 secondes après, c'est fini. C'est ça, c'est le côté magique de la photo. Et c'est beaucoup ce qui m'intéresse. Donc, ça veut dire que le photographe, finalement, est un chasseur, c'est un chat qui chasse. Donc, on a des proies, on regarde, et puis on attend que tout se mette en place. Et quand ça se met en place, comme ça, c'est un véritable enchantement. Et quand ça n'arrive pas forcément tout le temps. Et quand vous l'avez faite, est-ce que vous la cherchez dans vos contacts tout de suite ou... Non, pas forcément, parce que quand on travaille en noir et blanc, on travaille à l'aveugle. Donc quand on rentre, on développe les films. Quand on continue le travail, on oublie ce qu'on a fait, puisque chaque jour, on renouvelle les photos. Donc chaque jour, c'est autre chose. Et donc on les retrouve quand on récupère les planches contact. Et c'est là où c'est aussi un moment magique de découvrir ces planches contact et de regarder les photos avec des satisfactions, avec des déceptions, avec... voilà, on passe par tous les degrés tous les degrés de l'émotion. Et puis, et souvent, ce que je fais, c'est que ce que je faisais, puisque maintenant je fais du numérique, c'est que je rangeais mes planches contact après les avoir vues et revues, et je les regardais beaucoup plus tard. Et c'est là où j'arrivais à trouver les vraies photos, et je pouvais travailler sur les images avec du recul. Est-ce que vous recadrez un peu? Non, jamais. Recadrer est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Dans mon vocabulaire. Ok, très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Okay. Voilà, on est au quartier général de l'armée russe à Grozny, en Tchétchénie, c'est la première guerre, en janvier 95, et la situation pour travailler était absolument épouvantable. Enfin, toujours est-il que je me retrouve au quartier général, et puis que je vois cette scène un peu surréaliste de ce soldat jouant au piano devant ses copains avec en détail une mine qui se trouve juste à droite. Et il y avait presque plus de lumière, alors je photographie, j'arrive en bout de film, je fais 2 photos, je rembobine, et quand je remets un autre film, j'ai plus de lumière. Donc c'est presque miraculeux en sachant que les films étaient beaucoup moins sensibles que le numérique, que j'ai réussi à voir cette photo. Dans toutes les guerres, il y a eu des photos avec des musiciens. Rostropovitch, alors c'était pas la guerre. Sur les murs. Au mur de Berlin. J'ai une autre photo derrière, où il y a une scène avec un violoniste dans le Haut-Karabakh qu'on peut aller voir. Parce que c'est aussi une photo que j'aime beaucoup. Voilà, c'était... voilà, c'est la guerre avec l'Azerbaïdjan. Et puis il y avait tous les jours beaucoup de funérailles. Il y avait, et puis d'un seul coup, il y a eu ce violoniste qui est arrivé, qui a commencé à jouer au violon, et c'était absolument magnifique. Alors c'est les pays de l'Est, la culture, la musique, et puis ensuite la musique qui s'ajoute au drame. Il y a le drame parce que c'était un drame. Tous les jours, il y avait de nombreux morts qui étaient ramenés du front. Et ça, cette photo symbolise aussi, je crois, beaucoup la situation à l'époque.